Alors on peut dire clairement que c'est un succès populaire, notamment la première conférence à laquelle vous allez pouvoir assister dans un instant. Vous voyez le nombre de personnes derrière nous. Là, on fait le plein, plus que le plein même. Ça manque de chaises et de casques. Vous l'avez constaté depuis le début de ces retransmissions de Format Sarthe. Les personnes qui assistent aux conférences ont des casques. Ça leur permet d'entendre de manière très confortable, en quelque sorte, les conférences et de pouvoir ensuite poser des questions. Mais ça, vous l'avez vu, et ce sera le cas dans un instant. On est ensemble tout l'après-midi jusqu'à 17h pour vous proposer ces 3 conférences et puis également aller à la rencontre de quelques autres exposants, intervenants divers et variés qui proposent des métiers, des formations, des accompagnements. On parlera notamment handicap, compagnons du devoir par exemple, ou gestes divers d'artisanat. Voilà le programme. Il y a Chloé Hainaut qui sera l'objet de la 2e conférence. Chloé Hainaut, vous le savez, qui est une jeune femme en formation pâtissière et qui brille dans les concours. Ça, ce sera dans 1 heure précisément. Mais pour l'instant, je vais laisser la parole juste après la petite virgule à notre ami Mathéo qui va vous présenter la première conférence de l'après-midi. C'est la dernière ligne droite pour ces conférences en direct depuis le centre des expositions du Mans pour vous faire vivre Format Sarthe. Le Mans Université nous a rejoints pour parler du département des lettres, langues et sciences humaines et pour savoir en quoi ces domaines peuvent apporter des métiers d'avenir. Nous sommes avec Xavier Lachazette, le directeur des études, Aurélien Ruellet, le co-directeur du département d'histoire et Mathieu Durand, le responsable insertion professionnelle et alternance. On commence ? Voilà, normalement je suis audible. Voilà. Écoutez, nous sommes ravis, mes collègues et moi-même, de vous venir représenter les différents départements de notre composante de Le Mans Université. Comme on vous l'a dit, il s'agit de langue, de lettres, de langue et de sciences humaines. Nous avons en fait une petite vidéo à vous montrer pour déjà vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce que c'est qu'étudier dans notre UFR. Donc, si la technique veut bien envoyer la vidéo, nous sommes preneurs. Bienvenue à Le Mans Université. Moi, c'est Romain. J'étudie à la faculté des lettres, langues et sciences humaines. Aujourd'hui, je te fais visiter mon campus pour que tu puisses voir mon quotidien. Allez, suis-moi. J'y accède facilement grâce au tram qui dessert la fac depuis tout Le Mans. Quelques minutes de marche et nous voilà à l'entrée de la cafette. À partir de là, c'est moi qui prends la caméra. Allez, viens, je t'emmène avec moi. La faculté des lettres, langues et sciences humaines se caractérise principalement par sa dimension humaine. Près de 2900 étudiants inscrits au sein des 7 licences, des 5 licences professionnelles et des 13 masters, dont 5 en lien avec l'INSPE. Composé de 8 départements, tu peux choisir une formation parmi un panel varié. Certaines de nos formations sont accessibles en présentiel, à distance, et même en alternance ou en apprentissage, un véritable atout suivant ta situation. Tu navigues au sein d'un ensemble de bâtiments fraîchement rénovés et dotés de salles informatiques, d'un laboratoire de langue, d'une salle d'innovation pédagogique avec un mur d'écran, de salles en libre accès pour favoriser le travail en groupe et également de salles d'enseignement toutes plus agréables les unes que les autres. Notre faculté comprend également 5 laboratoires qui te permettront d'être sensibilisé à la recherche et avoir un enseignement de qualité grâce à nos enseignants-chercheurs engagés dans ces derniers. Mais ne panique pas, par sa taille humaine, la proximité, l'accueil personnalisé et la communication directe favorisent ton insertion. À la faculté, tu n'es pas seul. Avec 5000 m² et 1000 places assises, la bibliothèque universitaire te donne accès à des espaces calmes et silencieux pour travailler seul ou en groupe, à une salle informatique et à une salle de détente. Les collections couvrent amplement tes besoins en documentation. Retrouve d'autres services à l'étudiant. Tu vois, tout est fait pour que tu réussisses. Alors, rejoins-nous. Donc voilà, il s'agissait d'une courte présentation de 2 minutes, filmée, vous l'avez remarqué, dans un contexte particulier et très récent. Moi, ce que je vais faire, je vais en fait
surtout vous présenter la partie lettres et langues, et mes collègues sont de la partie sciences humaines. Donc notre but va être en 10 diapositives, vous en avez déjà une sous les yeux, de vous montrer ce que nous faisons et ce que nous mettons en avant pour la réussite de nos étudiants. Et, par réussite, bien entendu, nous entendons également leur insertion ensuite professionnelle. Des chiffres, on vous en a donné dans la vidéo pour vous parler donc, de la taille humaine de notre UFR, qui est donc une composante, vous l'avez compris, ce n'est pas l'intégralité de l'université. Donc environ, vous le voyez, 2600 étudiants, des personnels, 120 enseignants et des membres de l'administration, de techniciens et puis des agents divers qui permettent de faire tourner l'UFR. Ensuite, vous voyez, tout ce qui est en formation, nous n'allons pas parler de tout aujourd'hui. Le but est de cibler quand même l'accès à l'université, donc plutôt les licences, voire licences professionnelles, même si nous parlerons quand même des masters. Mais nous avons bien tout le continuum, depuis même les diplômes universitaires, donc diplômes particuliers à des universités, jusqu'au doctorat. Donc voilà ce que je vais faire. Mes collègues pourront me couper la parole autant que de fois qu'ils le voudront, évidemment. Je vais parler plutôt de ma chapelle, mais leur chapelle est tout aussi intéressante et importante et vous concerne, toutes les chapelles vous concernent vous si vous êtes intéressé. En fait, quand on parle de lettres et langues, il y a des choses assez simples à comprendre, évidemment, pour ce qui est de ce qui se cache derrière ces mots-là. Donc, lettres, il s'agit surtout de langue et de littérature française. Voilà, donc, pour les personnes chevronnées ou intéressées par ces disciplines-là. Dans les langues, nous avons 3 langues principales qui sont l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Ensuite, cela peut se décliner en métier, on va dire, plutôt du commerce. Donc là, vous avez les langues étrangères appliquées, ou alors quelque chose plutôt vers la culture, on va dire, ou la connaissance des cultures auxquelles ces langues sont liées. Et on parlera également un petit peu plus tard de la didactique des langues. Là, c'est un département également très important chez nous, donc, comme son nom l'indique, qui est axé vers la didactique, la formation. On en reparlera, mais c'est plutôt au niveau L3 et au niveau master. Voilà. Alors, je ne sais pas si mes collègues déjà veulent prendre la parole pour présenter leur domaine à eux. Ce sera peut-être plus simple pour l'histoire et une géographie particulière. Oui, je peux dire un mot du domaine sciences humaines qui regroupe la géographie et aménagement, et puis l'histoire que je représente plus particulièrement puisque je suis co-directeur du département d'histoire. Et au sein de ce domaine sciences humaines, on a aussi des cours de sociologie qui sont proposés dans le cadre des mineurs. On n'a pas de licence de sociologie, mais on a des enseignements de sociologie qui sont proposés aux étudiants de l'UFR en L1 et en L2. Alors, juste à titre informatif, si vous voulez, comme vous le voyez peut-être, on a précisé également ce que sont nos laboratoires. C'est-à-dire que quand un étudiant entre dans notre UFR, le F de UFR, c'est formation, donc ça les concerne directement, j'allais dire, mais le R est tout aussi important puisque les enseignants qui enseignent dans les UFR sont, pour la plupart, également des chercheurs. Donc, en fait, les enseignants font de la recherche qu'ensuite ils utilisent pour leur propre cours. Donc, on ne va pas forcément en parler tout de suite, si vous voulez, ça pourrait faire l'objet d'une question, mais juste sachez que par rapport à un lycée, par exemple, ce qui se passe, c'est que vos enseignants font également de la recherche, sont inscrits dans des laboratoires et travaillent au sein d'une communauté de recherche qui est très importante donc, au niveau de l'université. Alors, ce dont j'aimerais surtout vous parler, c'est de l'organisation d'une licence
pour vous faire bien comprendre en fait ce qu'on fait et tout l'intérêt, si vous voulez, de ce qu'on va appeler une particularisation des parcours en fait. Je vais expliquer. Donc, pardon, je tiens mal le micro. Donc ce que vous voyez peut-être à l'écran, donc c'est que en fait, il y a toute une série d'enseignements qui sont obligatoires, quelle que soit la discipline dans laquelle vous êtes inscrit. D'accord ? Que ce soit la géographie, l'histoire, les lettres, il va y avoir toute une série d'enseignements qui sont jugés tellement essentiels qu'il faut qu'ils soient transversaux. Donc tout le monde va suivre ces enseignements-là. Au point de vue du volume horaire, c'est environ 15%, 14-15%. Donc ce n'est pas négligeable. Il s'agit de français, il s'agit de compétences numériques, il s'agit également du projet professionnel. D'accord ? C'est-à-dire que dès la première année, l'étudiant est amené à se questionner, même s'il ou elle a déjà peut-être une idée de ce qu'il va faire, il va être obligé dans une UE particulière de se questionner sur vraiment, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Est-ce que je ne peux pas trouver dans le même domaine quelque chose qui m'intéresserait davantage ? Souvent, vous avez des professionnels qui interviennent, donc le but va être peut-être de découvrir des choses. D'accord ? Donc, ces enseignements-là sont fondamentaux. Bientôt, vous le voyez en vert, notre enseignement devrait être ajouté. C'est une demande du ministère. Il s'agit de transition écologique. Donc, ça va faire partie, si vous voulez, d'un socle commun. Voilà, donc tout ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, les étudiants vont choisir une bonne partie de leur parcours. Là, on parle de 25%, ce qui est quand même très considérable. 25% de volume horaire. Et les étudiants vont choisir certains parcours, certaines UE, certains... donc 25%, donc il s'agit d'une licence, normalement c'est les 3 années de licence, hein, c'est environ 1500 heures d'enseignement en général. Donc là on parle quand même, vous voyez, de quasiment 400 heures de choix de la part des étudiants. Donc on reviendra tout à l'heure sur les mineurs et les parcours, tout ça. Et ce sont vraiment des occasions pour les étudiants de modifier peut-être leur choix initial et également de s'ouvrir à des connaissances et des disciplines auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. Et pour ce qui reste, les 61% qui restent, ce sont évidemment ce que les étudiants étaient venus chercher, si je puis dire, que ce soit des langues, de l'histoire, de la géographie. Voilà. Donc, en gros, c'est de ça que c'est ce qu'on peut dire, d'accord, pour présenter cette variété. Alors, je parlais de parcours individualisé. Donc, dès le début, dès la première année, vous savez sans doute que Parcoursup fait en sorte que certains étudiants sont des étudiants déclarés oui-si, c'est-à-dire qu'on les accepte, mais on est conscient que leur profil n'est pas exactement ce qu'on demande au sein de la discipline en question. Donc ces étudiants-là, déjà, ont un parcours un petit peu différent, ce sont ceux qui vont profiter d'un accompagnement, un tutorat personnalisé, et dans certains cas, même de cours spécifiques. Pour ce qui est de l'anglais, on a quand même une assez forte demande. Il y a même une année supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a une année de préparation à la première année, si vous voulez. D'accord ? Donc ça, c'est déjà un choix fort. D'accord ? On ne trouve pas cela dans toutes les universités. L'idée étant d'accompagner au mieux ces personnes dès la première année. Ensuite, vous voyez pour la L1 à la L3, alors j'ai parlé des lettres étrangères appliquées, vous vous rappelez tout à l'heure. Donc ça c'était la partie plutôt commerciale, c'est-à-dire si vous voulez faire de l'anglais et de l'espagnol ou de l'anglais et de l'allemand dans un contexte d'entreprise. Donc ça ce sont évidemment deux parcours différents, c'est-à-dire anglais-allemand ou anglais-espagnol. Donc il y a des heures communes bien entendu, mais il y a également des heures évidemment où les hispanistes ne sont pas enseignés, si je puis dire, en même temps que les germanistes. Et puis, il y a surtout la possibilité de commencer une troisième langue vivante étrangère, donc qui va être, c'est le choix qu'on propose, le coréen, le chinois, l'arabe ou l'italien. Donc, si vous mettez tous ces petits bribes de parcours différents, ça fait au final des étudiants avec des profils intéressants et variés. Et je termine à cette colonne de gauche, oui, où vous voyez, je parle de parcours. Voilà, je m'approche, excusez-moi, mais
Oui, en L2 et L3, vous avez en effet certains parcours particuliers. Alors peut-être que là, je peux me tourner vers Aurélien ou Mathieu, si vous voulez parler de vos parcours à vous. Oui, je peux dire peut-être un mot d'un parcours qui existe dans la licence d'histoire. C'est le parcours études européennes qui se fait en partenariat avec une université allemande, l'université de Paderborn, et qui permet aux étudiants de la licence d'histoire de partir à effectuer leurs études à Paderborn dans le cours de leur licence et donc d'être bilingue à l'issue de leur licence. On peut également évoquer en L3 l'existence du parcours sciences de l'éducation et de la formation qui existe depuis longtemps à l'Université du Mans mais qui a été un petit peu refondu, rénové ces dernières années. Et c'est un parcours qui prépare plus spécialement au professorat des écoles et à la poursuite d'études en master MEF. Même si tous ces domaines-là sont, vous l'avez peut-être entendu dans les médias, vont être l'objet de réformes assez profondes dans les prochains mois. N'empêche qu'à l'Université du Mans, depuis déjà assez longtemps, on a une tradition pour préparer à ces métiers du professorat des écoles en lien étroit avec nos collègues de l'INSPE. Et on propose notamment pour les étudiants de lettres et sciences humaines des cours de mathématiques dès la L2 et en L3 pour arriver dans le master MEF premier degré mieux armés pour affronter le concours et puis aussi pour se préparer à l'exercice du métier de professeur des écoles. Et on a également des périodes de stage. Alors, pour quelqu'un qui se destine au professorat des écoles, tout naturellement, ce sera un stage plutôt en école primaire, mais ça peut être dans d'autres structures professionnelles pour pouvoir aussi se confronter à la réalité du métier et puis essayer de mesurer si tel métier est bien fait pour son propre parcours, pour son profil. Mathieu, si tu souhaites rajouter quelque chose Oui, et un petit mot supplémentaire sur l'un des parcours de L2 et L3 qui existent concernant l'aménagement du territoire et la transition écologique, qui fait aussi partie des domaines qui sont enseignés à l'UFR lettres, langues et sciences humaines, travaillé depuis assez longtemps avec l'objectif de former des jeunes professionnels pour pouvoir aménager la ville, aménager les espaces ruraux, penser l'urbanisme, penser les déplacements, penser les questions d'énergie, d'environnement. Donc ça fait partie des formations spécifiques qui peuvent exister à l'UFR. Dès la licence, même si évidemment on en reparlera juste après, la dimension professionnelle et professionnalisante est très importante pour nous et dans les débouchés de nos étudiants, mais là on parle plutôt de licence pro, voire de master, on évoquera le sujet juste après. Pour terminer sur la colonne de droite, vous voyez ce que nous proposons en L3, en troisième année, donc, c'est-à-dire que pour un volume important, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, à savoir 144 heures, ce qui n'est pas rien, les étudiants vont choisir par exemple de s'orienter vers d'abord conforter leur savoir dans leur propre discipline, ou bien l'enseignement dans le primaire, dans le secondaire, et également donc on a un parcours également pour les métiers de l'administration, ce qui généralement permet à certains étudiants de se réorienter de manière assez visible, si je puis dire, puisque par exemple si vous prenez un historien ou un angliciste ou un hispaniste qui se tourne vers l'administration pour passer par exemple un concours de grade B, on va dire, ou C, c'est tout à fait un changement d'orientation. Donc, ceci est proposé en L3 et il y a même une création que nous avons pour l'an prochain où il s'agirait de littérature, de politique et de société. D'accord ? Donc, un parcours un petit peu proche de sciences politiques finalement. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ça, c'est un. Si je peux dire un mot sur le parcours administration, il ne s'agit même pas finalement d'une réorientation, c'est juste une poursuite d'études qui est proposée, qui est offerte à nos étudiants de lettres et sciences humaines. Simplement, c'est une poursuite d'études qui ne se fait pas dans le cœur disciplinaire de la licence. Simplement, on a des licences généralistes qui peuvent également permettre de passer des concours administratifs, moyennant notamment le suivi de ce parcours, dans lequel on a des cours de droit public, un cours de notes de synthèse, des cours qui vont aider à passer les concours et qui permettront à l'étudiant qui a obtenu une licence d'histoire de rentrer dans l'administration fiscale ou dans les métiers de la bibliothèque, par exemple. Mais il n'y a pas de temps perdu. C'est en cela que je dirais que c'est pas une réorientation, c'est juste une poursuite de formation dans un secteur qui n'est pas le secteur initial, disciplinaire, dans lequel on a commencé ses études.
Oui, c'est intéressant. En effet, il est important de le souligner. En fait, il s'agit de toutes ces licences ont un socle commun, d'accord. Et ensuite, il y a différents parcours. Mais évidemment, même si on prend donc, quel que soit le parcours que l'on prenne, cela permet d'accéder au master qu'on avait suivi au départ, d'accord. Donc, si on a une licence d'anglais avec un parcours d'administration, ben, ça n'empêche absolument pas de continuer ensuite en master du même type, un master d'anglais, etc. Donc, en effet, c'est un enrichissement, c'est comme ça qu'on le présente en tous les cas, c'est un enrichissement pour l'étudiant qui va travailler des matières qu'il n'avait pas travaillé généralement auparavant dans la licence. Là, c'est juste pour visuellement vous montrer à quoi peut ressembler finalement le côté un petit peu varié que permettent tous ces parcours. Là, ce que nous avons mis tout simplement à l'écran, ce sont des mineurs. Donc, des mineurs, ce sont des enseignements de L1 et de L2. Et les étudiants choisissent. Pour l'instant, en premier semestre, il s'agit de 10 choix possibles. Donc des choix en anglais, en espagnol, en histoire, en géo, et également des choix transversaux, donc par exemple en sociologie ou en métier de l'information. Okay. Donc l'idée des couleurs, si vous voulez, c'est juste pour dire que pour un seul groupe, un seul TD, vous allez avoir non pas uniquement des anglicistes, uniquement des historiens ou des géographes, mais vous allez avoir des personnes de divers horizons, ce qui est un enrichissement pour l'enseignant déjà, et également pour les étudiants aussi qui travaillent des matières en fait intéressantes évidemment, mais également variées et peut-être auxquelles n'avaient pas pensé tout d'abord. D'accord, donc c'est cette variété-là qu'on veut montrer par les différentes couleurs que vous voyez. Voilà, donc nous avons parlé des parcours et du fait que ça permettait d'individualiser vraiment ce que l'étudiant travaille pendant 3 années. Ce que l'on peut mettre également en avant, c'est que toutes ces licences permettent de développer des compétences qui sont ensuite transposables dans toute une série de métiers et très souvent, on va le voir détaillé, mais très souvent ce sont ces différentes compétences qui sont très prisées du monde du travail. Alors vous avez des compétences comme, vous le voyez peut-être à l'écran, mais des compétences comme l'esprit critique, également la réflexion éthique. Vous avez évidemment des compétences tout simplement du point de vue méthodologique, savoir faire différents exercices qui sont proposés bien entendu. Mais voilà, toutes ces compétences sont prisées parce que justement elles sont transposables dans le monde réel, si je puis dire, dans le monde du travail, indépendamment de la discipline que l'on travaille. Donc on a bien sûr tous les apports, tous les savoirs que l'on acquiert tout au long des 3 années, mais également il y a des compétences, et ces compétences sont très utiles. Alors ça nous a été rappelé récemment dans un article qui regardait très loin aux États-Unis pour voir comment ça se passait, ces compétences qui étaient donc censées être très typique finalement des humanités, donc nous sommes des humanités, et en fait, bon, nous le savons depuis très longtemps, parce que même depuis très longtemps, les sociétés insistent sur le fait que des personnes en lettres, langues et sciences humaines ont des compétences qu'elles peuvent utiliser dans les entreprises, pour la communication, pour tout ce qui est également le relationnel. Ce qui est marqué là, à droite. Donc vous avez des compétences socles, des compétences durables, par opposition finalement à des compétences plus techniques qui, elles, peuvent être perdues finalement plus facilement. D'accord. Donc non seulement il y a le côté culturel, l'apport de chaque licence, voilà, mais également vous avez ces compétences-là transposables qui sont très souvent donc prisées et soulignées. Alors donc, là, à moins que mes collègues aient envie de parler un petit peu de tout ce qui est leur domaine avant qu'on parle du master.
ce qui est intéressant, c'est qu'on aille en effet sur les questions des métiers et des débouchés qui peuvent découler de nos formations. Vous l'avez compris, on a une relative souplesse. Quand vous vous engagez dans une filière, vous pouvez toujours choisir une spécialité en cours de route, vous pouvez toujours passer d'une filière à une autre. Et puis là, vous avez sur cette diapositive une série la licence générale est plutôt destinée à former une culture générale. Et ensuite, pour aller vers l'emploi, généralement, on poursuit soit vers une licence professionnelle, soit vers un master. Et du coup, vous avez une liste de ces formations. Je ne sais pas à quel niveau de détail on va rentrer là. Certaines de ces formations sont en alternance. C'est des choses qui se développent beaucoup dans l'enseignement supérieur, également dans le domaine des lettres, des langues et des sciences humaines. Certaines sont en enseignement à distance. Vous voyez ici un sigle parfois EAD, qui veut dire enseignement à distance, qui est une vraie force de l'UFR et de l'Université du Mans, une vraie compétence sur ce sujet, qui vous concerne a priori pas vous forcément au premier plan, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez a priori plutôt envie de suivre une formation en présentiel. Pour autant, vous pouvez aussi suivre des formations en enseignement à distance. Est-ce qu'on détaille ou est-ce qu'on va directement... Ouais, j'enchaîne. Je peux peut-être ajouter un mot sur les parcours qui sont spécifiques à l'histoire, parce qu'on ne les a pas évoqués. En licence 3 d'histoire, on a un parcours axé sur le patrimoine qui peut déboucher ensuite sur une poursuite d'études en master dans un master d'histoire qui a une spécialité sur le patrimoine. Et ces formations-là, donc dès le parcours en L3 puis après le master, ça va préparer à tous les métiers de la valorisation du patrimoine, donc les métiers du secteur touristique, mais plus large que ça, c'est aussi le secteur de la protection du patrimoine et de la médiation du patrimoine. Donc chaque année, on forme des médiateurs du patrimoine qui vont travailler au Pilier Rouge, par exemple, au Mans, mais aussi dans les offices de tourisme des sites patrimoniaux du territoire. Et on a développé depuis de nombreuses années maintenant un vaste et un dense réseau de partenariat avec les sites patrimoniaux du territoire. Et ça, c'est une démarche qui s'inscrit aussi dans ce que soulignait Mathieu, c'est-à-dire le développement de l'alternance. On est aussi en train d'y venir dans les formations en histoire. Peut-être profiter que notre avant-dernière diapositive soit toujours à l'écran. Donc, pour conclure, si vous voulez, au sujet de tout ce qui est les langues, lettres et langues. Donc, vous l'avez compris, avec une licence de LEA, c'est plutôt donc, le commerce, le travail en entreprise qui est visé. Donc, des métiers comme négociateur, trilingue, par exemple, responsable ou assistant de projet, responsable marketing, communication, responsable de ligne de produits, chef de rayon, ce genre de choses. En revanche, pour les langues en elles-mêmes, bien entendu, si c'est une langue étrangère, des traductions sont possibles. Donc les traducteurs, le traductorat, l'interprétariat, tout ça, c'est tout à fait possible. Et pour l'ensemble, avec les lettres également, les métiers de l'édition, les ressources humaines, le métier de l'art, la culture, le tourisme, les emplois dans des médiathèques, des librairies, des bibliothèques. Voilà. Et on a pas mal d'étudiants également qui s'intéressent aux relations internationales, qui vont travailler en tant que chef de projet ou coordinateur de projets donc, internationaux. Donc voilà pour au niveau de la licence, si vous voulez. Et ensuite, ce que vous avez sous les yeux, c'est au niveau master, peut-être pour des personnes qui veulent donc donner 2 ans de plus de travail, qui veulent travailler dans 2 ans de plus dans un domaine qui les intéresse. Donc là, je ne vais peut-être pas entrer dans les détails exactement, mais vous retrouvez en clair ce que nous avons dit à l'instant, c'est-à-dire au début le monde de l'entreprise, évidemment. Donc on a un master LEA qui permet donc de parler de management, de société à l'international, donc travailler la gestion, le droit, l'économie, ce genre de choses. Dessous, vous avez évidemment les métiers de l'enseignement. On en a parlé un petit peu, malgré évidemment les modifications qui vont sûrement arriver bientôt. Dans tous les cas, que ce soit le primaire, le secondaire ou l'enseignement dans le supérieur, évidemment, on a besoin de profs d'université. Donc tout ça, c'est permis. C'est la première étape pour l'université, bien entendu, ça va être le master. Également au Mans, une coloration très forte qui est l'enfance et la jeunesse.
Pour l'instant, nous avons un premier master qui est, lui, tourné vers l'édition pour la jeunesse, et qui est un domaine extrêmement riche. Apparemment, ce serait un 6e de l'édition mondiale. Donc, et ce n'est pas limité aux livres, c'est-à-dire que ça peut être le cinéma, ça peut être le multimédia, également les représentations, ce genre de choses. Donc, on a un premier master qui est tourné vers ce monde-là, et un deuxième qui va ouvrir en fait à la rentrée prochaine, et qui lui est dédié à l'enfance et la jeunesse. Et ce master-là aura pour but de permettre aux étudiants de master donc de piloter des projets et également de piloter des structures en lien avec l'enfance. Là, ça va être très général ou très varié en tous les cas. Ça pourrait être dans des collectivités territoriales, dans des entreprises, également en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse. Donc là, c'est vraiment une coloration très locale, beaucoup de succès au Mans, donc il fallait évidemment le mentionner. Et pour terminer, vous avez 2 masters qui sont en haut à droite, enfin surtout le deuxième, études sur le genre, qui porte là sur l'égalité femmes-hommes, également sur les discriminations. Donc ça, il y a un master pour cela, soit pour un travail directement après le master, soit pour continuer des études ensuite et faire un doctorat. Et ensuite, donc on a une petite pléiade de masters, donc pour didactique des langues. Donc là, il s'agit de formation, c'est lié au français et langue étrangère. Donc ça peut être former des formateurs, ça peut être le français et langue étrangère en soi. Voilà, donc là, il y a vraiment toute une grande variété. Déjà, vous voyez la liste. C'est également quelque chose que nous pouvons mentionner. Et pour terminer, alors, est-ce que tu voudrais en parler peut-être, le Master UFINO ? Oui, et quelques mots en plus. Alors, on ne va pas vous lister toutes les formations détail. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand de l'université si vous voulez approfondir un point. Le Master IFUNO que vous avez ici en bas à droite, qui est centré sur des questions de formation de formateurs et de lien avec le numérique. Donc, c'est par exemple accolé à un laboratoire spécialisé en sciences du langage et en informatique. Donc, on allie ces 2 cultures pour pouvoir former des formateurs qui ne seront pas enseignants, mais qui seront plutôt formateurs dans les entreprises, dans tout un tas d'institutions. Et tout en bas, vous avez la licence pro commerce international qui est très en lien avec la licence langues étrangères appliquées dont parlait mon collègue, mais qui donne du coup là des débouchés professionnels dès la 3e année. Donc si vous vous lancez dans une licence classique au départ, et puis finalement vous vous dites qu'au bout de la 3e année, vous avez envie de partir sur le marché de l'emploi, de partir travailler, il y a cette licence pro commerce international qui forme au métier de l'import-export, du marketing, de la gestion d'entreprise. Si je peux rajouter un mot au sujet de la licence professionnelle gestion et développement des structures musicales, je ne sais pas si elle figure sur une autre diapositive, donc c'est le moment d'en parler. C'est une licence qui a rouvert l'année dernière et dont on est très fiers. La suivante, oui. Voilà, vous la voyez en haut de l'encadré violet. C'est une licence qui va préparer à tous les métiers du secteur musical, travailler dans les labels, travailler dans l'événementiel musical, travailler comme booker pour les artistes, travailler comme gestionnaire de projets, etc. C'est une licence qui jouit d'une notoriété nationale et qui, depuis sa réouverture, là, suscite la curiosité d'étudiants partout en France et qui peut là aussi s'appuyer sur un réseau assez dense de partenaires, des partenaires locaux, mais également des labels ou des structures partout en France et qui vont disposer d'une très très bonne insertion professionnelle à l'issue de l'ALP. Tu continues sur la licence LP Patrimoine tant que... Oui, tout à fait. C'est une licence donc, qui est plutôt articulée avec le département d'histoire, licence professionnelle dans le secteur du patrimoine avec un parcours offert en présentiel, le parcours mise en œuvre de projets culturels pour travailler dans le monde de la culture au sens large, dans l'événementiel culturel. Et puis le parcours patrimoine qui a fermé en présentiel mais qui existe toujours en distanciel pour former des médiateurs du patrimoine dans les structures touristiques, les collectivités territoriales qui souhaitent mettre en valeur un site et qui peuvent recruter des étudiants formés dans cette licence pro qui auront à la fois des connaissances disciplinaires en histoire très solides, connaissances qui seront doublées également de compétences plus professionnalisantes qui vont de la communication jusqu'à la gestion de projet,
jusqu'à la médiation. Voilà. Donc une formation assez complète qui présente toujours une dimension de stage et de pratique professionnelle assez importante. C'est ça la particularité des licences professionnelles, c'est que ce sont des formations qui sont appliquées et où il y a une période de stage assez importante, beaucoup d'intervenants professionnels. C'est ça la contrainte d'une licence professionnelle, et je regarde mes collègues pour vérifier que je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est 1/3 au moins des heures de formation qui doivent provenir d'intervenants professionnels, hors enseignants de l'UFR. Au moins, puisqu'en réalité, on est très souvent à 50%, voire 70% d'intervenants professionnels pour ces formations de dernière année. Et j'en profite d'avoir le micro avant de vous laisser revenir, Mathéo, pour peut-être quelques échanges avec la salle. La dernière licence pro que vous avez sous les yeux concerne la géomatique et la e-gouvernance des territoires. Géomatique, c'est un mélange de géographie et informatique. Donc on travaille sur ce qui est de la cartographie, la gestion de bases de données, de façon à produire des cartes. Mais il y a beaucoup de choses derrière les cartes. Là, je résume un petit peu autour de ces sujets. Et j'enchaîne peut-être, parce que je vois le temps qu'avance, sur les différents masters qui sont au-dessus. On ne va pas tous les détailler. L'idée, c'est juste de vous amener quelques mots-clés de métiers qui peuvent exister après nos formations. On a tout un tas de masters là, qui vous apparaissent sous les yeux. Certains sont spécialisés sur la question de l'économie circulaire et des déchets, comment gérer la matérialité d'un territoire pour faire en sorte qu'elle soit la plus circulaire et qu'il y ait le plus de recyclage, de réemploi possible. D'autres sont centrés sur les questions d'urbanisme, aménager les territoires urbains, construire des plans locaux d'urbanisme en lien avec la question du commerce. Des masters sur les questions de la transition écologique et de la transition énergétique, ça fait partie des enjeux et des débouchés très importants de nos étudiants qui s'insèrent très bien dans les milieux professionnels. Un autre master à nouveau sur la géomatique et la cartographie, donc dans la poursuite un petit peu de la licence pro dont on parlait tout à l'heure. J'enchaîne très rapidement, je te laisserai Aurélien parler du dernier master d'histoire, et en haut à droite vous avez les masters de gestion du territoire, gestion des territoires et développement local, qui sont des masters en enseignement à distance. Les masters dont j'ai parlé juste avant sont plutôt en alternance, donc très en lien, encore une fois, avec les entreprises du territoire, avec les collectivités locales. Et puis à distance, on a des masters sur le développement durable, sur le patrimoine, sur la transition écologique, plutôt tournée vers le territoire africain, puisqu'on a aussi beaucoup de formations à l'international. Et un dernier master en histoire. Aurélien. J'en ai déjà dit un petit mot tout à l'heure des masters en histoire. On a deux parcours. Un parcours métier de l'histoire, où là on va faire de la recherche, on va s'initier à la recherche en histoire, on va aller dans les archives, on va aller dans les bibliothèques, et à partir d'un objet on va construire une réflexion. Alors ce master-là, typiquement, il sert souvent aux étudiants à se préparer un peu mieux au concours d'enseignants du second degré. Donc ils vont souvent faire un master recherche et derrière un master MEF second degré pour arriver un peu mieux armé, avec des capacités de rédaction un peu plus affûtées. Et puis on a un deuxième parcours, c'est le parcours patrimoine, et là c'est un parcours qui est plus immédiatement professionnalisant, puisque en deuxième année, il y a une période de stage long, et puis il y a tout ce lien avec le secteur professionnel que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Donc vous l'avez compris, des métiers assez larges qui vont, alors l'enseignement qui est un petit peu le cœur de métier historique de l'UFR, mais aujourd'hui on va très largement vers les métiers de la culture, du patrimoine, de la littérature, du commerce national, international, de la communication, l'administration, l'aménagement du territoire, l'environnement, toutes ces disciplines sont travaillées. Si je peux rajouter un mot, il y a aussi tous les métiers auxquels on ne prépare pas spécifiquement, mais que beaucoup d'étudiants font parfois, finissent par faire. Et c'est complètement imprévisible, ça nous arrive tous les jours, enfin pas tous les jours, mais très régulièrement, de rencontrer d'anciens étudiants qui ont bifurqué. Alors on pourrait dire qu'ils se sont réorientés, mais c'est pas forcément ça, parce que c'est juste des étudiants qui ont empilé des compétences. Ils ont obtenu une licence en histoire ou en géo, et puis derrière, ils ont parfois repris des études. Moi j'ai un étudiant qui a fait un BTS informatique après avoir fait une licence d'histoire. Et il m'expliquait qu'en tant qu'informaticien, les compétences notamment de rédaction, de synthèse, de lecture, parce qu'un étudiant en histoire par exemple, c'est un étudiant qui est supposé, s'il a bien travaillé, s'il obtient bien sa licence, qui a une grosse capacité de lecture, une grosse capacité de synthèse, une capacité d'analyse, une capacité d'esprit critique. Eh bien ces compétences-là, il les met aussi en œuvre dans un métier d'informaticien, puisque dans quelques métiers qu'on exerce, il faut aussi des capacités d'analyse et de synthèse, et la formation en sciences humaines, elle y prépare aussi. Alors ça ne fait pas partie de l'ADN, je ne vais pas vous raconter que nos formations préparent au métier d'informaticien, pas du tout. Mais en fait, on contribue malgré tout à approfondir une culture générale, à doter des outils intellectuels, à doter l'étudiant d'outils intellectuels généralistes qui vont ensuite pouvoir se transposer
dans des secteurs d'activité parfois tout à fait imprévisibles quand l'étudiant rentre en licence. Et on a même en projet une formation qui devrait ouvrir l'année prochaine, une licence professionnelle métier du numérique qui a comme vocation en fait de former des gens qui soient capables de faire dialoguer des gens du numérique, des informaticiens et puis plutôt des porteurs de projets venus d'horizons très divers. Mais l'idée, c'est que les diplômés de cette LP métier du numérique, ils pourront justement mettre en œuvre des capacités de synthèse, des capacités littéraires au service d'un projet à dimension numérique pour allier en quelque sorte ces deux cultures qu'on trouve finalement partout autour de nous. Merci beaucoup. Alors juste avant qu'on vous laisse la parole, j'avais une petite question. Vous avez parlé de géomatique. Qu'est-ce que c'est ? La géomatique, c'est le mélange entre deux mots, le mot de géographie, qui est plutôt l'idée de comprendre le territoire, de comprendre comment fonctionne le territoire, et puis de le représenter, de l'analyser à travers des cartes, à travers des systèmes d'information, et puis le mot d'informatique. Et donc on a d'ailleurs les étudiants qui se tournent vers la licence pro ou le master de géomatique peuvent venir soit de géographie, soit d'informatique, les deux disciplines, et on mélange tout ça pour mettre en place des bases de données spatialisées et produire des cartes, produire des plans d'urbanisme, produire tout un tas d'analyses spatiales. Et vous avez parlé également d'alternance au sein de l'université. Est-ce que c'est simple de trouver une alternance à l'université et comment ça marche ? L'alternance est en effet en train de très largement de se développer avec une vraie appétence de la part des étudiants que vous êtes en partie devant nous et puis aussi des entreprises qui rentrent, des collectivités locales, des associations qui rentrent largement dans ces dispositifs. Quand vous vous inscrivez dans une formation en alternance, les responsables de formation rentrent très rapidement en contact avec vous. Alors parfois vous êtes déjà étudiant de l'université, parfois vous allez le devenir. Et puis on échange directement avec les futurs étudiants, soit pour leur expliquer comment chercher une entreprise, soit pour leur proposer directement toute une série d'entreprises qui sont en recherche d'alternants. Et donc on met à disposition, tout comme pour les recherches de stage, d'ailleurs on vous met directement en contact avec des entreprises, on vous transfère directement des propositions de stage. Donc l'alternance, c'est le même principe. On accompagne très largement nos étudiants. On a la chance d'avoir des effectifs relativement réduits dans toutes nos formations, donc de connaître nos étudiants, d'être très en lien avec les acteurs du territoire. Ça, c'est grâce notamment à nos activités de recherche et au laboratoire de recherche dont parlaient mes collègues. Donc, on est en capacité de faire ce lien entre le monde du territoire, de l'entreprise et puis les futurs alternants. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou pas ? Est-ce que vous avez des questions à poser ? Des choses dont on n'a pas répondu ou éclaircir des points ? Alors s'il n'y en a pas, moi j'en ai une. Quand on est au lycée, c'est pas forcément évident de savoir ce qu'est l'université. Est-ce que quand on entre à l'université, qu'on va devenir étudiant, est-ce que c'est la même chose, l'université et le lycée ? C'est quoi les différences ? Alors, d'abord, pour le lycéen qui se poserait ce genre de questions, je rappelle l'existence le 10 février des JPO. Évidemment, vous êtes les bienvenus, les futurs étudiants et leurs familles, au JPO le 10 février pour rencontrer directement les équipes pédagogiques, pour échanger aussi avec les tuteurs étudiants qui pourront répondre à vos questions et partager avec vous leur vécu d'étudiants. Et puis, on a également 2 rendez-vous dans l'année. On a le dispositif Cours à la fac qui est déjà passé, mais s'il y en a parmi vous qui sont en première, vous pourrez le faire l'année prochaine. Donc Cours à la fac, ça a lieu au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et ça permet aux lycéens du territoire, alors soit de la métropole du Mans, soit de la Sarthe, de venir pendant une demi-journée participer à des cours et voir ce que c'est concrètement que l'assistance à un CM ou que l'assistance à un TD. Et puis on a d'autres dispositifs qui existent localement, le dispositif Vie ma vie d'étudiant qui est piloté par le SUIO, où des étudiants de certains lycées partenaires peuvent venir également participer à des journées sur le campus, guidés par des étudiants ambassadeurs. Donc on a ces dispositifs-là, mais ça ne m'empêche pas de répondre à votre question. La principale différence entre le lycée et l'université, vous savez, j'imagine déjà un petit peu, c'est le fait qu'à l'université, on a des cours en amphi. Pour certaines formations à gros effectifs, ce n'est pas le cas de toutes nos formations à l'UFR Lettres, mais par exemple en L1 Histoire, on commence l'année avec environ 120, 130 étudiants. Certains cours se déroulent dans des amphithéâtres sur le site de l'UFR Lettres, et dans ces amphithéâtres, on
on y donne ce qu'on appelle des cours magistraux. Donc c'est des cours où il y a un peu moins d'interactivité entre les étudiants et l'enseignant, même s'il y en a quand même. Moi, quand j'anime des CM, je me laisse interrompre assez facilement par des questions d'étudiants. Donc ces CM, ils vont représenter environ un quart du temps de formation de l'étudiant, et puis le reste, ça va être des TD. Et donc quand on est en TD, on est dans un effectif groupe-classe du même ordre que celui qu'on connaît dans les lycées, avec environ 30-35 étudiants, grand maximum 40. Et là, ça va permettre d'avoir un travail beaucoup plus étroit, beaucoup plus interactif entre l'enseignant et puis les étudiants. Donc on a différents types de travaux, de modalités de travail, et de plus en plus on voit arriver dans nos modules de formation une logique de travail par projet, travail sur projet. Dès la L2, souvent les étudiants vont travailler en groupe sur des projets donnés par l'enseignant et qui peuvent donner lieu à une restitution publique. Si vous habitez au Mans, vous avez peut-être entendu parler au mois de décembre d'un gros projet qui a piloté l'un de mes collègues qui est enseignant d'histoire contemporaine, qui est sur le stand d'ailleurs je crois à l'heure actuelle, et qui a organisé avec ses étudiants de L3 Histoire un festival des cultures africaines américaines qui s'est déroulé au cinéma Les Cinéastes, au Temple protestant et dans différents lieux de la ville, et où les étudiants pouvaient exposer leurs travaux face au grand public. Merci beaucoup, merci à vous trois pour cette conférence. Format Sarthe en direct sur LMTV, ça continue. Et d'ailleurs, si vous avez loupé quelques conférences, que vous souhaitez les regarder ou les revoir, c'est possible sur la chaîne YouTube LMTV Sarthe. Elles sont toutes disponibles en replay. À 15h, nous aurons le plaisir de retrouver Chloé Hainaut pour parler de sa passion pour la pâtisserie. Mais dans quelques instants, nous retrouvons Jean-Luc Catanzaro au micro de Pascal Brulon.